Le 28 novembre 1961. Mon cher journal. Aujourd'hui, nous allons recevoir la visite de Norbert, 49 ans, un journaliste peu scrupuleux qui veut absolument vendre ses torchons et être payé grassement. Je sens bien dès son arrivée qu'il est très mal intentionné. Il dit qu'il a simplement l'intention de faire un reportage sur le prieuré pour montrer les bénéfices d'une retraite religieuse, mais je sais au fond de moi qu'il est là uniquement pour essayer d'avoir des réponses à mon sujet. Naturellement, les sœurs du prieuré ne se doutent pas des mauvaises intentions de Norbert et vont l'accueillir avec une considération particulière. En effet, s'il y a de la bonne publicité autour du prieuré, elles recevront des subventions, ce qui leur permettrait d'accueillir encore plus de monde. Norbert sait manipuler les autres pour obtenir toutes les informations qu'il veut. À 49 ans, il a de la bouteille, il a consacré sa vie entière au journalisme, donc il sait y faire le gaillard. Bien entendu, je vais observer ses moindres faits et gestes. S'il veut du sensationnel, il en aura. Comme d'habitude, c'est sœur Marie-Madeleine qui va s'occuper de l'accueil de Norbert. Il va être choyé, recevant son nécessaire de bienvenue, c'est-à-dire des draps propres, des affaires de toilette, ainsi qu'une Bible et un chapelet. Elle va lui montrer sa chambre et lui rappeler qu'il ne doit toucher à rien, que le manoir est occupé, mais que personne n'a le droit de toucher à la décoration du lieu. Suite à cela, sœur Marie-Madeleine lui souhaite un séjour reposant et n'oublie pas de lui donner l'heure des repas et de leur prière. Norbert va alors prendre le temps nécessaire pour observer sa chambre, constater le paradoxe entre un lieu de recueillement et de réflexion interne et le luxe de la pièce dans laquelle il se trouve. Évidemment, il n'a pas l'intention de dérober quoi que ce soit, mais il observe chaque objet avec une minutie particulière. Il va se mettre assis sur le lit, en touchant les boiseries de celui-ci. Ensuite, il va se poser au bureau et observer la richesse des objets qui y sont posés. Un ancien plumier, de vieux livres posés sur le coin, une chambre de chevet de toute beauté et les tiroirs du bureau sur lesquels l'ébéniste a dû passer des centaines d'heures. Il va ensuite se rendre sur le secrétaire pour l'ouvrir et le contempler. C'est un véritable chef-d'œuvre qu'Aubin a fait créer, qui est une pièce maîtresse du manoir. Il va en toucher chaque recoin et va ouvrir chaque cachette secrète. Il va alors se lever pour aller cette fois-ci vers la coiffeuse, observant les divers objets qui y sont encore, des brosses, des miroirs et d'anciens parfums. Il se regarde alors dans le miroir et dit à voix haute « Adélaïde, je vais enfin prouver que tu existes. » Mon cher journal, si j'étais encore vivante, j'aurais pu dire que cette phrase m'a glacé le sang, mais à la place, même si ça m'a fait l'effet d'un électrochoc, j'ai compris qu'il y avait une guerre qui allait se mener au sein du manoir en ma présence. À l'heure du repas, il descend au réfectoire, qui n'est autre que la salle à manger, dans laquelle les religieuses y ont mis plusieurs tables longues, et dans un silence d'or, il passe à table. Après la prière, seuls les tintements des couverts dans les assiettes vont rythmer ce dîner. À la fin du repas, Norbert demande à sœur Marie-Madeleine de bien vouloir lui expliquer l'histoire des lieux. Il aimerait en savoir davantage, il aimerait connaître son histoire et son passé, de façon à commencer l'introduction de son reportage qu'il est venu y faire. Sœur Marie-Madeleine lui dit qu'elle n'est pas habilitée à répondre à ses questions et lui propose un rendez-vous le lendemain matin avec la mère supérieure. Norbert va passer une nuit particulièrement calme. L'agitation de la ville étant bien loin derrière lui, sa nuit va être bercée par les ululements des chouettes, par le bruit du vent qui fait tomber les dernières feuilles d'automne et par quelques averses qui vont cogner contre sa fenêtre. C'est une ambiance particulièrement apaisante qu'il n'aurait jamais pensé vivre un jour, lui qui a l'habitude de vivre dans les brouhahas et dans la cohue. Qu'il trouve des réponses me concernant ou qu'il reparte bredouille, cette expérience de vivre dans le calme et la plénitude complète lui donneront de quoi faire un article élogieux sur le manoir. Le lendemain arrive, et après les prières et le petit déjeuner, ils se rendent au bureau de la mère supérieure. Ils échangent un long moment sur l'histoire de la bâtisse, et naturellement, la mère supérieure n'omet pas de lui expliquer que je suis morte en ces lieux. Il va bien sûr lui demander comment je suis morte, ce à quoi elle va répondre qu'il semblerait que ce soit dû à un empoisonnement, mais qu'elle n'en avait aucune certitude. Norbert ressort heureux de cet entretien avec la mère supérieure et s'apprête à retourner dans sa chambre pour rédiger les premières lignes. Il semble particulièrement satisfait du fait de savoir que j'ai été empoisonné le jour de mon décès, mais que va-t-il bien pouvoir écrire à mon sujet pour salir la réputation du manoir ? Je lis avec une grande attention les premières phrases qu'il va écrire et ça sent déjà l'article à sensation.
Décidément, mon cher Norbert, tu as décidé de vivre une sacrée expérience avec moi. Je vais donc t'en donner pour ton argent. » Il va donc passer quelques jours à fouiller l'intégralité du manoir, à regarder chaque portrait, à ouvrir chaque commode, chaque tiroir, à prendre chaque livre et à l'ouvrir bien grand, en les secouant de façon à faire tomber quelques annotations qui pourraient éventuellement y trouver. Il va également regarder derrière les cadres, sous les tapis, mais ne va rien trouver concernant mon empoisonnement. De toute façon, personne ne pourra jamais rien trouver sur cet incident, parce que rien n'a jamais été documenté, et j'ai découvert moi-même de quoi je suis décédée bien des décennies plus tard. Il va cependant passer des heures et des journées entières à fouiller tous les recoins de la cave au grenier. Il en profitera même pour poser des questions à l'intégralité des religieuses du prieuré et se permettra même quelques sorties au village pour avoir des informations par les habitants proches, par le maire ou encore par les commerçants de la localité. Mais naturellement, il n'aura absolument aucune réponse à part quelques histoires de hantise dont je suis l'auteur. Et parlons de hantise. Lui qui était venu pour ça. Étant donné qu'il ne trouve aucune information concernant mon décès, aucune information concernant la vie du manoir depuis mon absence, à part quelques on-dit et quelques articles dans les journaux, il va donc décider de trouver des solutions pour en savoir plus sur le fantôme du manoir de la Dame en Noir. Il n'aura aucune réponse supplémentaire car les sœurs tiennent ça bien gardé. Elles vont lui raconter cependant quelques petites histoires sans grande importance, quelques histoires qui le laisseraient comprendre que ce ne sont que des anecdotes amusantes pour qu'il cesse ses questions concernant la hantise du lieu. Mais je sais qu'il est particulièrement mal intentionné et je crois avoir vu dans sa valise certains objets visant à faire du spiritisme. Et j'ai bien l'intention de lui en faire voir de toutes les couleurs. Tu veux jouer à ça, Norbert ? Alors nous allons jouer. Sans plus attendre, le jeu va démarrer maintenant. Il est en train de contempler le jardin du manoir lorsque je décide de me promener en silhouette noire. Devant lui va se dresser l'ombre de la Dame en Noir. Il pourra juste deviner que je m'arrête, que je tourne la tête comme pour le regarder et que je reprends mon chemin en direction du manoir pour lui montrer que j'ai l'intention d'arriver vers lui. Norbert est stupéfait. Il en reste sans voix. Il s'empresse d'aller à sa valise pour sortir quelques accessoires de spiritisme lorsque, à peine il a posé sa valise sur son lit, je fais claquer très violemment la porte de son armoire. Il sursaute, il est effrayé et tremble de tout son corps, ne sachant que faire à cet instant précis. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Je claque très fort sa valise au point de la faire tomber au sol. Norbert est alors terrorisé, il ne bouge plus, tétanisé par la peur. Je vais me contenter d'arrêter là mon petit jeu, pour qu'il redescende dans ses émotions et pour qu'il aille se plaindre aux religieuses qui vont le prendre pour un fou, comme elles ont l'habitude de le faire dès lors qu'il y a des visiteurs un peu trop curieux. Parce qu'il est hors de question qu'elles donnent du croustillant sur ce qui se passe réellement au manoir en ma présence. Il va s'empresser d'aller voir sœur Marie-Madeleine pour lui expliquer que quelque chose d'assez fou vient d'arriver et lui demande si elle n'a jamais entendu parler de phénomènes de hantise au sein du manoir et va même oser lui demander si elle n'a jamais rien vécu de particulier. Sœur Marie-Madeleine sourit intérieurement et elle se dit que le journaliste n'avait pas pour but d'écrire un article élogieux sur le prieuré, mais qu'il avait simplement l'intention de faire un article à sensation comme beaucoup d'autres de ses prédécesseurs. C'est alors qu'elle lui dit que, à part les messages de Dieu, il ne se passe absolument rien d'autre au prieuré, mais qu'il lui faut peut-être un peu de temps d'adaptation en ces lieux, car il paraîtrait, selon elle, que le calme, le silence et la paix intérieure peuvent rendre les gens agités un peu fous. Elle lui propose tout simplement d'aller se reposer, d'oublier tout ça, car elle pense que sa fatigue lui joue des tours. Norbert n'en revient pas de constater qu'il passe presque pour un fou. Et en réalité, il va même se poser des questions sur ses conditions psychologiques depuis qu'il est entré au manoir. Il se dit que peut-être il a eu trop d'attentes sur le fantôme, il attendrait trop d'entrer en communication avec moi ou tout simplement de constater certains poltergeists pour faire vendre ses articles. Il se dit même qu'il avait des attentes tellement élevées qu'il en devient effectivement fou et va décider de prendre les recommandations de sœur Marie-Madeleine au sérieux et va se reposer. Mais, mon cher journal, comme tu me connais maintenant, il est absolument hors de question que je le laisse se reposer. Il doit sortir du manoir, terrifié, comme les autres. Alors qu'il s'allonge sur son lit, songeur,
En regardant sans cesse l'armoire pour voir si la porte va s'ouvrir à nouveau, et après avoir passé un long moment à étudier pourquoi la porte du placard s'est refermée toute seule violemment, à tenter de chercher à comprendre ce qui s'est exactement passé, d'expliquer ce phénomène, qu'il va à nouveau être témoin de hantise. À côté de l'armoire, il y a la porte d'entrée, au-dessus de laquelle se trouve un crucifix. Ses yeux se posent alors sur celui-ci, et naturellement, mon jeu préféré, c'est de retourner le crucifix pour qu'il comprenne ce qu'il faut comprendre. Norbert voit alors la croix se retourner sous ses yeux, se redresse assis dans son lit en reculant contre le bois de la tête du lit, haletant et tétanisé, prend un petit instant pour se lever et remettre ses chaussures avec hâte, et c'est au moment où il décide de sortir de la chambre que je la ferme à clé. Il va alors frapper comme un forcené à la porte, en hurlant aux bonnes sœurs qu'il faut l'aider à sortir de là, et les sœurs qui l'entendent dans le couloir ricanent ensemble en silence. Il fonce dans sa valise pour aller y chercher le chapelet que sœur Marie-Madeleine lui a offert à son arrivée, et se munit de sa Bible en la brandissant devant son visage comme pour s'en servir d'un bouclier. Comment ne pas exploser de rire devant une telle situation avec quelqu'un qui tente de me nuire alors qu'il serait prêt à appeler sa maman lorsqu'il voit des choses un peu surprenantes. Je le laisse tranquille pour aujourd'hui, mais il va mettre 1 heure avant de se relever et à tenter de sortir à nouveau de sa chambre qui est subitement ouverte, et ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il va croiser les religieuses dans les couloirs qui le regardent avec un petit ricanement en coin pour lui faire comprendre qu'elles le prennent pour un fou, et en voyant leur réaction, il ne va pas faire de vagues, il a vraiment peur de passer réellement pour un fou, alors il va retourner dans sa chambre en silence et continuer à subir mes assauts. Je vais le laisser mariner quelques jours pour qu'il digère et qu'il retrouve la force nécessaire pour essayer d'avoir à nouveau des contacts avec moi, et surtout pour voir s'il a retenu la leçon ou s'il a décidé de continuer à écrire son torchon comme il était initialement prévu. Et comme tous les autres, il reprend son courage à 2 mains et décide de reprendre le début de son article pour continuer à rédiger son brouillon. C'est alors que je vais lui prendre le crayon de papier de ses mains et que je vais écrire « Arrête tout de suite d'écrire la moindre chose sur le manoir ou la vie t'en coûtera. » Je pointe alors la mine du crayon de papier entre ses yeux pendant de longues secondes. Lui va essayer de le prendre de ses mains, mais j'ai tellement plus de force que même avec ses 2 mains, il ne pourra pas le retirer. Il se retrouve avec un crayon de papier à 2 cm du front, telle une épée de Damoclès sur la tête. Il pousse un cri. Il me supplie de le laisser tranquille et qu'il arrête immédiatement ce qu'il a l'intention de faire, me promet de ne jamais rien écrire sur le manoir, les religieuses ou moi-même. Mais j'ai fait qu'une seule fois confiance à quelqu'un qui m'a donné sa parole, et je ne donnerai jamais plus ma confiance. Je vais alors continuer à le persécuter quelques jours. La moindre parole qu'il va prononcer, le moindre acte qu'il va faire, je vais lui rappeler que je suis présente à ses côtés, que je le surveille, et que sa vie pourrait s'arrêter à chaque instant. Il se met à prier des jours durant, du matin jusqu'au soir, ses nuits étant bercées désormais par des cauchemars. Il dort toujours avec son chapelet et avec la Bible à côté de son oreiller. Ça me fait à la fois beaucoup de peine de le voir amoindri de la sorte, mais il faut savoir rappeler à ces bons conquérants qu'ils ne sont que de passage sur terre et que le moindre acte impur qu'ils puissent commettre pourrait lui valoir très très cher une fois passé de l'autre côté. De plus, si je l'avais laissé faire, d'autres journalistes seraient venus, et d'autres curieux seraient venus utiliser le prieuré pour nous montrer leur manque de savoir-vivre, et les religieuses seraient dérangées dans leur quête. Je me devais de stopper ça de suite, et je dois bien avouer que ça me fait toujours autant rire de les malmener de la sorte. Et voilà mon cher journal, après cette parenthèse de fou rire que Norbert m'a offerte lors de sa visite au prieuré, le manoir va retrouver le calme et la quiétude, et je vais enfin pouvoir me reposer quelque temps. J'espère juste que la prochaine visite au prieuré sera noble et qu'il n'y aura plus de touristes, uniquement des gens qui veulent se reposer dans un lieu saint. Bien à toi, ta confidente, Adélaïde.